Lucie Castet, avec ta compagne, vous êtes parents. Ouais. Vous êtes maman. Vous avez eu ensemble votre premier enfant? Ouais. Donc c'est un petit garçon qui a 3 ans et demi. Qui va avoir 4 ans, ouais. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Ça représente un agrandissement de ma vie, je dirais. C'est une aventure incroyable. Je trouve que c'est aussi très difficile d'être parent. On se pose des questions tous les jours, donc ça représente vraiment beaucoup de choses. Ça représente une part de ma vie qui est personnelle et qui m'appartient, mais qui est source de grande joie et de grandes interrogations aussi. Est-ce que je peux me permettre de te demander si vous l'avez eu de façon entre guillemets naturelle ou par PMA ou au travers d'une adoption? On a fait une PMA, mais c'est comme tous les couples de femmes, je crois, qui veulent avoir des enfants. Oui, la PMA qui a été légalisée en 2021. Tout à fait. Voilà, c'est une bonne chose. Ah oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. C'est un sujet important. Je crois qu'il faut en parler. Ouais. Et c'est un sujet qui vient à moi. En interview, je vais te montrer un extrait vidéo. Ouais. C'est une participante, je ne sais pas si tu connais cette émission, Marie au premier regard. Ouais, je connais cette émission. C'est une émission qui est diffusée sur M6. Elle m'expliquait qu'elle faisait une PMA toute seule. Regarde. Ouais. Alors, certains considèrent que c'est un sujet intime, d'autres considèrent qu'il faut justement en parler pour ne pas le tabouiser, ce sujet-là. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu abordes avec facilité? Lequel précisément? Celui de la PMA, celui du choix des gamètes, celui de la procédure, justement, quand on se lance dans une PMA. Moi, je pense que c'est un sujet politique et donc qui doit intéresser la société tout entière. Comme toute évolution législative, il y a eu des grandes discussions, mais au même titre que le mariage pour tous, etc., je pense que ça doit pouvoir être discuté. En revanche, ça relève, il y a des éléments détaillés qui relèvent de l'intimité. C'est un sujet qui est à la fois politique et à la fois intime en ce qui concerne des choix individuels. Mais bien sûr que je pense qu'il faut pouvoir en parler et je pense qu'il faut pouvoir visibiliser des nouvelles formes de familles qui se développent, parce qu'en fait, en réalité, des enfants issus ou qui grandissent dans des familles qui ne sont pas des familles du modèle traditionnel, avec un papa, une maman, qui ont toujours été ensemble, qui ont fait des enfants ensemble, etc. Il y en a énormément, il y en a bien avant 2021 en ce qui concerne les PMA, il y en a énormément, et je pense que c'est hyper important pour ces enfants-là d'avoir des modèles et de savoir qu'ils font partie de la société et qu'ils sont acceptés et que ce n'est pas tabou d'avoir grandi dans la famille dans laquelle ils ont grandi. Donc bien sûr qu'il faut en parler, bien sûr il faut le visibiliser, mais au même titre que tu vois, je pense que c'est hyper important de reconnaître l'importance que peut avoir le rôle d'un beau-père ou d'une belle-mère dans la construction d'un enfant, par exemple dans une famille recomposée. Moi je connais plein de gens dont c'est le cas, qui sont très proches du nouveau conjoint de leur mère par exemple, et pour lequel, avec lequel il y a une relation extraordinaire qui s'est construite, parce que tu dis pas la même chose à ton père ou à ton beau-père, et tu peux t'appuyer dessus d'une manière différente, ça peut être un tiers, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plein de nouvelles formes de famille qui sont plus ou moins nouvelles, en fait, qui existent depuis hyper longtemps, mais de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de divorces, parce qu'il y a la PMA, parce que voilà. Je pense que c'est hyper important de parler de ces nouveaux types de familles pour qu'il n'y ait jamais de tabou. Tu vois, le nombre de gamins qui ont découvert très longtemps après que, par exemple, leur père n'était pas leur père parce que leur père ne pouvait pas avoir d'enfants et donc ils ont fait appel à un donneur. Moi, j'ai un copain, il l'a découvert très très tard dans sa vie, quand il était adulte, que son père n'était pas son père biologique. Je pense que ça, c'est dur de découvrir ça, alors que c'est pas du tout une honte de ne pas être capable de procréer. Il y a plein de problèmes médicaux qui peuvent susciter ça. Et voilà, moi je pense qu'il faut pouvoir en parler pour que ça ne soit pas un tabou dans une famille et que ça ne crée pas des frustrations et des choses compliquées. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose aussi avec l'évolution de cette loi que l'enfant, donc le jeune adulte à 18 ans, puisse avoir connaissance de l'identité du donneur ?
Nous, on s'est posé la question. Moi, j'ai considéré qu'il fallait que je donne à mes enfants toutes les cartes en main et que c'est eux qui choisiraient à 18 ans s'ils ont envie de connaître l'identité ou pas du donneur. Donc, je n'ai pas voulu faire ce choix à leur place. Et la meilleure façon de ne pas faire le choix à leur place, c'était de se dire que cette identité pouvait être révélée s'ils le souhaitaient. Et on verra. Ils feront comme ils voudront à 18 ans. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de ne pas décider à leur place. J'imagine que tu l'as eu, comme toutes les personnes concernées, cette question en mode « mais où est le papa ?» Ouais. Ça, c'est la phrase préférée du Rassemblement national. Ouais. Où est le père? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes-là qui considèrent que ce ne sont pas des méthodes éthiques, morales? Moi, j'ai jamais eu cette discussion sous une forme éthique ou morale. Enfin, on m'a jamais adressé ça. Beaucoup l'ont. Hein. On m'a beaucoup demandé, effectivement, qui est son père ou où il est. Et donc, moi, je réponds sans difficulté que mes enfants n'ont pas de père, qu'ils ont deux mères, puisque c'est le cas. Moi, ce sont des enfants qui sont issus de PMA, donc il n'y a pas de père, il y a un donneur. Donc ça, je n'ai pas du tout de difficulté à répondre ça. Mais je sais que c'est difficile pour certaines familles de se retrouver face à cette question-là. Ensuite, je pense que le fait que ces enfants aujourd'hui s'inscrivent dans des normes sociales quand même qui ont beaucoup évolué. Bon, alors j'ai conscience quand je dis ça, que moi je vis à Paris et que je vis dans un environnement qui est très tolérant et progressiste vis-à-vis de ça. Mais par exemple, à l'école, mes enfants sont à la crèche et à l'école, dans des structures publiques, je n'ai vécu absolument aucune forme de discrimination vis-à-vis de notre famille et de notre modèle de famille. Donc, mais oui, bien sûr, ces questions-là, je les ai eues et j'y réponds. Je pense que c'est important de répondre. Le choix de qui allait porter l'enfance, il s'est imposé à vous comme une évidence? Non, c'est des discussions qu'on a eues. Ouais. C'est toi qui as porté l'enfant? Ouais, moi j'avais très envie de porter un enfant. Ouais. Les deux, tu les as portés? Ok. Parce que avant que tu sois... Non, tu n'étais pas enceinte de ton deuxième enfant quand tu as été... Non, je l'ai eu après. Tu l'as eu après? Oui. Ok. Et est-ce que tu es pour la GPA pour les hommes? C'est une question qui est très difficile. Je pense que pour le coup, c'est une question qui suscite beaucoup de réflexion de ma part. Se heurte dans mon esprit des aspirations différentes. Par exemple, je pense que c'est extrêmement important de reconnaître que c'est pas anodin de porter un enfant. Et comme j'en ai porté deux, je vois bien que c'est pas du tout anodin de sentir un enfant qui grandit en soi. Et en même temps, il existe aujourd'hui des enfants qui sont nés d'une GPA. Donc je trouve que c'est fondamental de pouvoir reconnaître ces enfants. Il ne faut pas qu'il y ait un no man's land juridique pour ces enfants. Ils ont une place dans la société, évidemment, et il faut qu'ils soient reconnus. Et en même temps, je pense que il faut reconnaître que les couples gays peuvent aussi avoir envie d'avoir des enfants. Ils peuvent par ailleurs évidemment être des très bons parents. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se percutent en moi. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi que c'est une discussion qui doit impliquer en premier chef les femmes qui sont amenées à porter ces enfants. Parce que se pose la question de la GPA éthique exactement. Ou pas. Quoi qu'il en soit, je pense que si on parvient à une législation sur le sujet, il faudra évidemment que les considérations éthiques aient une place prédominante. Oui. Mais je trouve que c'est un sujet extrêmement complexe et que parfois les discussions qu'on peut avoir, des discussions politiques dans les médias, permettent pas d'embrasser toute la complexité du sujet. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est dommage que ce soit devenu un sujet conflictuel sur les exactement. plateaux. Je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur ce sujet. Mais de toute façon, le désaccord, c'est sain. Il faut juste qu'il puisse être exprimé d'une manière audible, d'une manière calme et d'une manière respectueuse, surtout sur ce type de sujet qui vient toucher l'intime des couples, des familles, etc. Et donc voilà, là-dessus, je trouve que c'est très difficile d'avoir une position univoque, hyper tranchée, en disant « je suis sûre, j'ai raison ». Moi, je ne suis pas sûre, je doute. Ok. Et le doute, c'est plutôt sain? Moi, je trouve. Oui, parce que ça questionne, ça crée la remise en question. Ouais, exactement. Je voulais parler éducation. Je trouve que c'est un sujet hyper important. C'est un sujet politique, c'est un sujet de société. Tout à fait. L'éducation. Comment vous vous positionnez avec ta compagne? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu es plutôt... Alors là, je vais te parler en mode réseaux sociaux. Éducation Montessori ou alors je déteste ce terme, mais éducation ghetto-sori. Je connaissais pas. Ah c'est l'antagonisme. Ok. Moi, je connaissais éducation positive. Alors, je ne connais pas l'antagonique. C'est pas éducation négative. Eh ben, on va regarder 2 extraits vidéo. Comme ça te parlera un petit peu plus. On va voir un extrait d'une influenceuse qui s'appelle Armelle, qui, elle,
et pour l'éducation Montessori, donc l'éducation dite positive et bienveillante. Elle communique d'ailleurs beaucoup sur ses réseaux sociaux là-dessus, regarde. C'est une vraie tendance hein, sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis là-dessus, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Moi, je suis j'ai plutôt une approche d'éducation bienveillante dans le sens où je pense qu'il est hyper important que les enfants comprennent pourquoi des règles sont établies à la maison. Par exemple, pourquoi on leur demande d'aller se laver les mains avant de manger, pourquoi on leur demande d'enlever leurs chaussures quand ils arrivent, des trucs hyper basiques comme ça. Je pense que c'est important de ne pas imposer des choses sans que les enfants puissent comprendre. Parce qu'après, pour moi, c'est pas intelligent parce qu'après, ils ne pourront pas avoir leur propre libre arbitre et décider de pourquoi il faut faire des choses dans leur vie d'adulte ou dans leur vie d'ado, etc. À un moment, les enfants, on leur donne de plus en plus de liberté. C'est bien qu'ils puissent prendre des décisions en comprenant pourquoi ils prennent leurs décisions. Donc ça me met plutôt du côté éducation bienveillante, on explique, etc. On accompagne dans la décision et tout. Mais en revanche, moi, je pense que de tout faire en fonction de ses enfants, comme on voit dans l'extrait, je pense que c'est pas un service à leur rendre, mais c'est mon avis à moi et je suis complètement ouverte à la discussion. Je pense qu'en fait, ça fait peser un poids énorme sur les épaules de ces enfants-là parce que ils sont tout petits et tu fais toute ta vie en fonction d'eux et je pense que ça leur rend pas service. Je pense que c'est bien d'avoir, quand on est enfant, je pense que c'est bien d'avoir des parents qui ont leur vie à eux aussi et qui n'organisent pas l'intégralité de leur vie autour d'eux et autour de leur existence. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre être respectueux, expliquer les choses aux enfants, faire des choses avec eux et tout, mais garder sa vie à soi et expliquer à un enfant, par exemple, moi, mon fils, il parle beaucoup, je trouve ça super, mais parfois, à table, on lui dit « Attends, on est en train de discuter, tu parleras quand on aura fini notre phrase. » C'est à la fois bienveillant parce qu'on le respecte comme interlocuteur, mais en même temps, on lui dit qu'il faut aussi que lui respecte les personnes qui sont autour de cette table. Donc voilà, je trouve que c'est important de trouver un équilibre. Pour clôturer ce sujet juste sur l'éducation, je voulais te poser des petites questions pour ou contre. Tu me dis si tu es pour ou contre. Vas-y. Ok. Lucie Castet, tu es pour ou contre l'allaitement dans les espaces publics? Je suis pour. Tu es pour ou contre l'éducation religieuse? Je suis ni pour ni contre, ça regarde chacun. Tu veux dire l'éducation à la maison? Enfin, je veux dire le fait de... Pour transmettre sa religion à son enfant sans lui laisser forcément le choix de faire ses propres choix. Je pense que quand tu as la foi, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis athée, je pense que c'est normal d'avoir envie que, si on croit en quelque chose très fortement, c'est normal d'avoir envie de sensibiliser son enfant. Après, lui imposer, je pense que c'est pas la meilleure des façons de le convaincre et de l'aider à grandir et à prendre ses propres décisions. Donc je suis ni pour ni contre, ça dépend de l'intensité qu'on met dans cette éducation. Et de l'environnement. Voilà. Tu es pour ou contre les punitions? Tout dépend de la punition. Évidemment, je suis contre les punitions violentes. Mais je pense que, par exemple, un enfant qui n'écoute rien, c'est bien de pouvoir lui dire si tu n'écoutes pas du tout, alors on ne va pas faire ça après. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de la punition. Tu es pour ou contre les devoirs à la maison? De la part de l'école? Ouais. Je pense que c'est bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, que ça prenne le moins de place possible parce qu'on sait que l'éducation qui se fait à la maison, c'est l'éducation la plus discriminante qui soit. Donc je pense que l'idéal, ce serait que tous les devoirs se fassent à l'école pour que tous les enfants aient le même environnement pour faire leurs devoirs, pour que ça ne creuse pas les inégalités sociales. Tu es pour ou contre la médiatisation des enfants? Je suis contre. Contre la médiatisation des enfants? Toi, tu les médiatises pas? Non, moi, je les médiatise pas. Je t'ai vu dans une manifestation avec le petit dernier. Ouais. Mais tu as vu qu'il avait le visage caché, un casque sur les oreilles pour pas que ça abîme ses oreilles, parce qu'il y avait quand même un micro, donc je voulais pas que ça soit trop fort. Mais moi, je les expose pas. Je pense que c'est à eux de décider. Oui, donc t'es pas pour les petites stories en mode « Oh, regardez, il a fait son premier pas », tout ça. Je juge pas ce que font les gens, mais en tout cas, moi, je le fais pas pour les miens. Est-ce que tu es pour ou contre soutenir ton enfant? Alors là, c'est plus tard. Je sais pas si tu connais ce phénomène. Si ton enfant souhaite... être sur les plateformes intimes,
Mime, OnlyFans, Ouais. on en entend beaucoup parler. Ouais, de plus en j'ai plus vu de un jeunes se documentaire mettent sur les plateformes intimes. C'est un vrai sujet. Hein. Ouais, je pense que... en tout cas, je sais pas quoi te répondre parce que c'est pas du tout des questions que je me pose aujourd'hui en tant que mère, parce que mes enfants sont tout petits. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent me parler de tout. Oui. Et qu'on puisse avoir des discussions sur tout et que ça se fasse... s'ils décident à la fin de faire ça, je pourrais pas les en empêcher, mais je souhaite qu'on puisse en parler.